Bonjour, nous allons comprendre comment calculer l'empreinte carbone d'un objet ou d'une personne. Bonjour, nous sommes donc dans l'activité 11, comment calculer une empreinte carbone. Donc à l'aide des documents, vous allez trouver sur Pronote la correction de l'activité 1, c'est-à-dire de faire une synthèse qui explique les conséquences des choix individuels sur l'empreinte carbone d'un produit. Nous avons fait donc les transports et le cycle de vie d'un aliment. Maintenant, on va voir un petit peu les définitions qu'il faut connaître. Alors, qu'est-ce qu'une combustion ? Donc, une combustion, c'est une réaction chimique entre un carburant par exemple, ça peut être du charbon, du méthane, de l'essence, de la paraffine, etc. et un comburant. Vous avez vu ces notions-là au collège. Le comburant, c'est ce qui aide à brûler. C'est donc ce qui est dans le sens indispensable. Le dioxygène de formule O2. Donc l'air est très pratique puisqu'il en contient à peu près 20%. Cette réaction produit de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Si je traduis, c'est donc carburant plus dioxygène donne, vous vous rappelez que ça se dit comme ça, H2O, donc sous forme de vapeur, donc du gaz, plus du dioxyde de carbone. Et là, vous repérez évidemment nos célébrissimes gaz à effet de serre. Maintenant, comment écrit-on une équation de combustion ? Donc ça, c'est lié à votre programme de seconde. Un petit rappel. Donc on va écrire la formule. C'est 4H10 qu'on vous donnera toujours dans les exercices. Vous savez que c'est O2 qui donne H2O et CO2. Donc on met un plus, donc, pardon. Maintenant, on prend un crayon à papier. On va faire la liste. Ici, on a 4 carbones, 10 hydrogènes et 2 oxygènes. Alors, je mets un point pour ne pas croire que c'est 2 O. Ensuite, ici, on a quoi? Alors, on a un carbone, ok, 2 hydrogènes, pourquoi pas, et on a 3 oxygènes. Et il va falloir équilibrer. Pour équilibrer, on rajoute des chiffres ou des nombres devant les formules des molécules que nous n'avons absolument pas le droit de changer. C'est pour ça que vous écrivez au crayon à papier, parce qu'on fait ce qu'on peut pour que ça soit équilibré. Des fois, c'est un peu plus long que prévu. Donc, il nous faudrait 4 carbones. Eh bien, 4 carbones, il n'y a pas de souci. Le seul moyen de les avoir, c'est de dire que quand on brûle du butane, c'est un gaz. On les trouve dans les bonbonnes, là. Le butane, propane et tout. Vous savez, quand vous faites le plein de la voiture. Et si on met un 4 là-devant, ça voudra juste dire que ça va fabriquer 4 molécules de dioxyde de carbone. Pourquoi pas? Donc, 4 carbones. Dans ces cas-là, on a un 4 ici. Ensuite, on a 10 éléments hydrogène. Donc, il nous faut 10 H de l'autre côté. On sait que 5 fois 2, ça fait 10. Donc, ici, on a 10 hydrogènes. 10 à gauche, 10 à droite, c'est logique. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Bon, maintenant, on va peut-être compter les O. Alors, on a 5 ici. 4 fois 2, 8.
8 et 5, ça fait 13. Alors là, on est mal. On est mal parce que ici, je vais le surligner, il y a un 2. Donc d'office, le chiffre qui sera devant le dioxygène sera toujours multiplié par 2. Alors pour obtenir 13, ça ne va pas du tout. Donc, eh ben, on va tout multiplier par 2, on n'est pas contrariant. Donc à ce moment-là, on met un 2 là-devant. Ça va du coup nous donner 8. Bon, 2 fois 10, ça fait 20. Ensuite, on va s'occuper... le dioxygène, on s'en occupe à la fin, parce qu'on a vu, c'est ce qui pose problème. Donc par habitude, quand vous équilibrez une équation de combustion, le dioxygène, toujours à la fin. De toute façon, il est dans l'air, donc on en a autant qu'on veut. À votre niveau, on ne fait que des combustions complètes, c'est-à-dire qui donnent du dioxyde de carbone. Hein. Voilà. Parce que si c'était incomplet, c'est du monoxyde de carbone, et ce qui pose quelques petits problèmes d'explication aux profs de physique. Donc, et ensuite, le monoxyde de carbone, il est mortel, donc on va éviter. Donc ici, si on multiplie tout par 10, ça veut dire, donc là, je prends ma gomme, et ça veut dire qu'ici, je multiplie donc par 10, puisqu'il m'en faut 20. Donc dans ces cas-là, je vais en avoir 20. De l'autre côté, il me faut 8 carbones, donc je prends ma gomme, j'enlève le 4, et là, je vais mettre un 8. On recompte les atomes d'oxygène, donc c'est plus 13. Hein. On a 10 plus 16, ça fait 26. Ce qui est logique, ça fait 2 fois 13. À ce moment-là, eh ben, il suffit que je mette un 13 là-devant, et j'en ai 26. Et tout va bien, c'est équilibré. Maintenant, on attaque la suivante, pour voir si on a compris. Alors, on écrit donc le C25, la paraffine. Alors, ceux qui sont en spécialité physique, vous l'avez fait en première, quand on a fait brûler, on avait un petit chauffe-plat, et puis on avait mis une canette de coca qui contenait de l'eau. Ça doit vous rappeler vaguement des souvenirs. Ou sinon, la paraffine, c'est le chauffe-plat, hein, la bougie, voilà. Donc, on fait brûler de la bougie. Donc, la formule, c'est 25H52, obligatoirement marquée. Vous savez que ça réagit avec O2 et que ça donne, comme d'habitude, H2O plus CO2. Nos fameux gaz à effet de serre. Surtout le CO2. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont produits tous les deux. Donc, on voit le problème de la combustion de tout ce qui est fossile, puisque les deux premiers qui sont là sont issus quand même du pétrole. Hein. Bon, après aussi, mais il y a une petite transformation. Maintenant, on fait notre bilan, crayon à papier, et c'est parti. Alors, nous avons donc carbone, hydrogène, oxygène, à gauche et à droite. Donc, conservation déjà des éléments, parce que si vous avez dans les produits du chlore, alors qu'il n'y en a pas avant, c'est pas logique. Hein. Si vous faites un gâteau au chocolat, que vous n'avez pas mis de chocolat dans les ingrédients, c'est que ça va pas. Donc ici, 25, pas de souci. 52, ok. O, on a dit qu'on fera après. Donc, il nous faut 25 carbone. Aucun problème. Alors, sauf si, voilà. On met le joli 25 au crayon à papier devant. Ici aussi. Ensuite, il nous faut 52H. Est-ce que 52, ça se divise par 2? Oui, ça tombe super bien, c'est 26 et 26 fois 2, 52. Donc, on a 52H. Donc, pour l'instant, on a tout juste, hein, première ligne, deuxième ligne. Maintenant, les atomes d'oxygène. On y va. Nous avons 26 plus 25 fois 2. 25 fois 2, ça fait 50. 50 plus 26, ça fait 76. 76. Et de l'autre côté, nous avons toujours le célébrissime problème que là, ça sera toujours multiplié par 2. Mais, grande chance pour nous, 76 divisé par 2, vous pouvez le vérifier à la calculatrice, donc vous appuyez sur pause et vous vérifiez, ça fait 38. 8 fois 2, 16. Voilà. Donc 16 plus 60. Et ben on a juste à rajouter... ça doit être 76. Donc là, moi qui me suis trompée, ici j'écris donc 76 et le 38, il doit être ici. Et c'est bon. Alors on va vérifier qu'on est vraiment bien au point avec le suivant. Donc C4.
je vais me mettre plutôt sur le côté. Alors, C4, H10O. Alors, butanol, quand ça finit par ol, ça veut dire que c'est un alcool. Dans la famille des alcools, il y en a beaucoup. Bon, vous connaissez l'éthanol, c'est celui qu'il y a dans le vin, voilà, et qu'on fabrique par fermentation du sucre. Donc, nous obtenons H2O plus CO2. Alors, eh ben, on fait notre petit bilan. Crayon à papier. Et c'est parti. Carbone, hydrogène, oxygène à gauche. Carbone, hydrogène, oxygène à gauche. Impeccable. Conservation des éléments. Maintenant, conservation du nombre de ces éléments. Donc, 4 carbone, 10 hydrogène. Si on met un 4 là-devant, ça fera 4 carbone. Et si on met un 5 là-devant, ça fera 10 hydrogènes. Alors, maintenant, on prend notre courage à deux mains et on compte les oxygènes. 4 fois 2, 8, 8 et 5, 13. Mais à la différence du butane, c'est-à-dire ici, on a C4H10O. Le O, il est tout seul. Donc, si on se débrouille pour avoir 12 oxygènes avec le dihydrogène, il suffit de rajouter plus 1, 12 plus 1, ça fait 13. Donc, il suffit de mettre ici un 6, 6 fois 2, 12, plus 1, 13, et 13. Et c'est équilibré. Donc, vous savez faire. Alors, les petites questions pour voir si vous avez bien compris et si tout est bien en place. Parmi les différentes sources, je vais agrandir un petit peu quand même, mine de rien. Parmi les différentes sources d'énergie disponibles dans le monde, quelle est celle qui est principalement utilisée aujourd'hui et qui, évidemment, nous embête beaucoup? Donc, d'après ce qu'on a vu, si je ne peux pas m'appuyer tranquillement, c'est embêtant. Donc, ce sont les combustibles fossiles. Alors, je vais mettre un S. Donc, vous vous rappelez, donc on récite pétrole, gaz et charbon. Ensuite, comment décrire la consommation mondiale en énergie avec les différents documents qu'on a étudiés dans toute cette partie-là? Quand vous regardez, elle est inégale. Tout dépend des pays. C'est là où, quand vous faites SES ou géopolitique, vous êtes un peu plus au courant. Donc, elle est inégale, mais c'est surtout les pays développés, évidemment avec la technologie, le confort, qui sont les plus grands consommateurs. Et le problème aussi, c'est que on consomme de plus en plus, donc on est de plus en plus en demande. Sans compter qu'on a les pays en voie de développement qui arrivent. Ces pays sont de plus en plus en demande. Maintenant, alors, les impacts sanitaires de tout ça. Donc finalement, les impacts sanitaires du réchauffement climatique. Et encore, je ne vous ai pas parlé de la malaria dans certaines zones sur Terre, où c'est justement le réchauffement climatique qui finalement est un des vecteurs de l'augmentation de la malaria. Ensuite, quels sont les impacts sanitaires de la combustion des ressources fossiles? Alors, rappelez-vous ce qu'on avait fait. On avait vu que les gaz émis, donc rappelez-vous, il y a les gaz, mais il y a aussi les particules. On avait vu ça pour les moteurs diesel, vous savez, avec le FAP, les filtres à particules.
Donc, les gaz émis dégradent la qualité de l'air. Alors, on a les oxydes d'azote, on a évidemment, nous avions vu qu'il y avait, il y a aussi donc les composés organiques volatiles, on avait vu l'ammoniac, bon, pour les non-scientifiques, je l'écris en toutes lettres. On avait vu aussi l'ozone. On avait vu donc les particules. On sait aussi qu'il y a le dioxyde de soufre. De soufre avec un seul F. On souffre, souffrir avec deux F, mais le soufre, c'est un seul F. Et donc, les métaux lourds, qui seront donc des particules aussi voilà, qu'on peut retrouver dans l'atmosphère. Donc là, on a à peu près... Voilà. Et donc, ils dégradent la qualité de l'air et ils ont un impact sur la santé non négligeable. Parce que nous, on a vu les dernières études, vous vous rappelez, non négligeable, puisque ça va à peu près, environ, au maximum, c'est 100 milliards d'euros. J'ai mis un D pour milliard. Voilà. Si vous préférez, pour les scientifiques, on pourrait dire des giga-euros. Et dans ces 100 milliards, vous savez qu'il y a toujours les asthmatiques, les maladies, donc les bronchites. Vous avez les maladies cardiovasculaires, et on a les maladies neurologiques. Bon, je vais mettre 3 points de suspension parce qu'on n'a peut-être pas tout trouvé. Ça remonte le moral. Alors ensuite, comment peut-on évaluer l'empreinte carbone donc d'une activité? Une activité, ça peut être les transports, comme on l'a vu, ça peut être le cycle de vie d'un aliment. Alors, pour résumer, et là, vous allez pouvoir utiliser tous ces points quand vous ferez les diapositives pour le concours. Donc, l'empreinte carbone est estimée à partir de la masse de CO2 émise, mais de manière donc directe, donc directement et indirectement. Il faut voir vraiment le produit dans sa totalité et son cycle de vie de A jusqu'à Z. Donc, et indirectement par la consommation d'énergie et des matières premières utilisées. Ça veut dire qu'on va donc de l'élaboration, s'il faut préparer le terrain, s'il faut un tracteur, etc., s'il faut des graines plantées, ça sera, vous vous rappelez, pour un cycle, par exemple, ne serait-ce qu'un steak, il vous faut la vache ou le bœuf, il faut bien qu'il mange, donc du coup c'est très très vaste. Puis après, bon, il faut qu'il passe à l'abattoir, une fois qu'il y a l'abattoir, après on se retrouve dans les barquettes, vous savez, en polystyrène, expansé. Voilà. Donc, de l'élaboration au transport, à la transformation, parce que si c'est
des spaghettis bolognaises ou des lasagnes, il y a de la cuisson, il y a quand même pas mal de choses. À la transformation et jusqu'au recyclage des emballages, par exemple. Ensuite, il faut citer plusieurs conséquences du réchauffement climatique. Donc, on va être très thématique sur l'année 2020-2021. Donc, il y a alors l'augmentation, ça c'est la première chose qu'on avait vue, des catastrophes climatiques. Alors, catastrophes climatiques, nous, on avait conclu, vous vous rappelez, c'était les phénomènes extrêmes, c'est-à-dire il pleut beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Là, tout d'un coup, on peut avoir un week-end de neige, alors que pourtant, l'année la plus chaude, c'est par exemple 2020. Ensuite, on va avoir comme effet secondaire aussi la montée du niveau des océans. Il faudrait que je filme l'expérience. Ce que vous avez, ça doit être dans les 3, je ne sais plus combien, 10 puissance 18 mètres cubes d'eau sur Terre. Donc, vous savez que quand on chauffe, parce que le principe des thermomètres, c'est que vous avez un liquide et en fonction de la température qui va se dilater. Donc, vous imaginez quand vous avez ce volume-là de 10 puissance 18 mètres cubes d'eau. Il suffit que ça chauffe un tout petit peu et à ce moment-là, le niveau des océans monte. Donc, du coup, il y a des villes ou des pays qui vont se retrouver sous l'eau. Ensuite, on a aussi les avancées de la désertification. On a aussi la diminution des rendements agricoles. Rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est que si évidemment on a la quantité de pluie annuelle qui tombe sur 3 mois dans l'année, on va se retrouver après à passer 9 mois sans eau. Sur le bilan de l'année, on n'aura pas de déficit hydrique, donc de déficit d'eau. Par contre, si vous demandez à une plante de tenir plusieurs années, un arbre et tout, plusieurs années en ayant seulement 3 mois d'eau sur les 9 mois restants, surtout avec le climat méditerranéen, je ne sais pas si l'arbre va tenir longtemps. Et on sait que malheureusement, ça pose problème. Après, donc évidemment, on a la perte de la biodiversité. Biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir d'autre ? Biodiversité, d'habitat aussi, parce que si vous avez des zones désertiques, à ce moment-là, on ne peut plus habiter là où on veut. Enfin bon, voilà, etc., etc. Donc là, vous voyez pourquoi connaître l'empreinte carbone et connaître donc, voir tous les petits points sur lesquels on peut agir est vraiment primordial. Et maintenant, on a donc fini cette activité. À bientôt! À bientôt!